Voilà, donc encore une fois, bienvenue à tous et toutes et tous pour ce webinaire et je vous propose qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et qu'on puisse vous présenter un peu vos intervenants aujourd'hui. Je vais laisser Bertrand se présenter. Bertrand, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vais laisser Jean-Baptiste se présenter. Merci Guillaume. Donc moi je suis Jean-Baptiste de Colovillet, je suis consultant, ergonome européen, également psychologue du travail et des organisations, et je suis chef de projet pour le diagnostic, accompagnement au plan d'action que nous réalisons. Je fais partie du groupe JLO, qui est un cabinet conseil en qualité de vie et conditions de travail depuis 2005 et qui travaille sur différentes thématiques, dont les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, et dont la question des troubles musculo-squelettiques nous permet aujourd'hui de vous présenter notre expérience et notre expertise, qui fait qu'aujourd'hui, on peut légitimement intervenir dans vos établissements. D'accord. Il semblerait que Bertrand Tarziriayo de l'OCIRP a des difficultés pour se connecter. Donc, je vais lui griller la parole, la place, et je vais me présenter en attendant qu'il puisse éventuellement nous rejoindre. Voilà. Comment tu as fait? Il faut appeler. On vous entend, Bertrand. On vous entend, Bertrand, mais je vais vous laisser la parole juste après. Du coup, j'ai commencé, je suis désolé. Donc, moi, je suis responsable protection sociale complémentaire et santé au travail et je représente Nexem, notamment dans la Commission nationale paritaire technique de prévoyance de la CCN 66, qui gère et suit les régimes de prévoyance, mais également les dispositifs de solidarité qu'on appelle haut degré de solidarité ou HDS pour le régime de prévoyance, mais aussi pour le régime de la complémentaire santé. Et Bertrand, vous souhaitez prendre la parole? Oui, donc bonjour, vous m'entendez? Donc Bertrand Tarziriayo, donc je suis responsable du pôle haut degré de solidarité donc à l'OCIRP. Donc le CIRP en fait donc qui est un organisme assureur, donc un organisme commun à l'institution de prévoyance. Et dans le cadre en fait de la branche CCN 66, on assure les rentes qui sont liées au décès et on travaille en collaboration avec les autres assureurs de la branche, donc qui sont Mutex, donc Corum que vous connaissez bien, AG2R La Mondiale et 2018 avec Nexem et les autres partenaires sociaux de la branche 66 pour la mise en place des prestations de solidarité qui sont financées par le HDS Prévoyance. Merci beaucoup, Bertrand. Je vous propose de passer à la suite. Voilà, ce que disait Bertrand, effectivement, c'est que ce webinaire s'intègre dans un partenariat qu'on a mis en place avec les organismes assureurs du régime de prévoyance que vous retrouvez à l'écran, donc AG2R, La Mondiale, Apicil, Corum du groupe Vive et le CIRP. Partenariat qui a été créé depuis 2006 et il y a des actions de prévention qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre de la CCN 66 depuis 2010, notamment avec les subventions qui étaient accordées à l'époque pour pouvoir financer des actions de prévention. Et puis en 2016, on a été dans l'obligation de revoir notre système de mutualisation et on est passé sur le régime de la recommandation. Nous n'étions plus sur la désignation. Et donc, dans le cadre de cette recommandation, nous avons créé ce qu'on appelle un haut degré de solidarité du régime de prévoyance. Et les partenaires sociaux ont souhaité missionner l'OCIRP, avec lequel nous avions déjà des habitudes de travail, pour gérer les prestations du haut degré de solidarité avec la commission. Un petit point sur le calendrier de nos webinaires. Il faut savoir que nous avons souhaité créer ce cycle de webinaires en 2021 et 2022 à la suite du cycle que nous avions réalisé en 2020 et 2021, puisque nous avions déjà un partenariat avec ces organismes assureurs pour pouvoir diffuser de l'information et faire monter en compétences nos adhérents au sujet de la prévention des risques professionnels. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter les actions qui ont été mises en œuvre clé en main dans le cadre du HDS Prévoyance. Donc voilà, on a un rendez-vous tous les 2 mois à peu près. On a eu un rendez-vous en septembre que je vous invite à aller regarder
en replay. Aujourd'hui, il est disponible, enfin, il est déjà disponible depuis le mois d'octobre, mais je vous invite vraiment à aller le regarder puisqu'il vous explique tous les ressorts du haut degré de solidarité du régime de prévoyance, du fameux HDS prévoyance. Et c'est intéressant de comprendre les mécanismes et parfois des questions peuvent se poser. Est-ce que c'est compris dans ma cotisation? Est-ce que c'est pas compris dans ma cotisation? Vous avez vraiment toutes les réponses dans ce webinaire qui était dédié finalement à l'environnement HDS prévoyance. Et puis, vous avez le webinaire du 23 novembre qui est dédié à l'action de réalisation et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et qui est porté par Préventec, qui est un cabinet qui a été missionné par le HDS également. Et donc, ils sont tous les deux en replay. On a juste un pépin technique, pour être tout à fait transparent avec vous, sur celui qui est dédié à la prévention des risques psychosociaux. On devrait arriver à le mettre en ligne sous peu. Mais voilà, c'est une histoire de paramétrage. On est en train de voir comment le mettre en ligne. Et puis, vous avez celui d'aujourd'hui sur les troubles musculo-squelettiques et celui du 17 mai sur les phénomènes violents. Ah, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Le 5 juillet, nous aurons une présentation de l'outil G2P, qui est un outil de gestion de la prévention et du document unique. Certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté à des webinaires de présentation de cet outil avec le cabinet Didactem. Voilà, là, l'idée, c'est de refaire une autre présentation un petit peu plus tardive dans l'année. Mais il faut savoir que vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site Internet. Vous avez déjà des cycles de webinaires pour la prise en main de l'outil G2P qui vous sont proposés. Et puis, le 20 septembre, nous aurons les aides individuelles disponibles pour vos salariés. Alors, les liens, logiquement, vers les webinaires, parce que je vois une question qui est apparue dans le chat. Les liens sont comment dirais-je, intégrés dans les convocations, enfin, donc, transmet le lien pour le webinaire. En bas des mails, souvent, vous avez un lien à cliquer sur lequel vous avez accès directement au replay sur notre site Internet. Alors, il est arrivé que nous ayons quelques difficultés parce que c'était un lien où on vous demandait votre mot de passe. À l'issue de ce webinaire, on vous enverra de nouveau les liens pour consulter ces replays sans avoir de mot de passe à rentrer en tant qu'adhérent de Nexem. Un petit point, on est sur un webinaire qui dure de 11h à midi, 12h30 quand on a des échanges. On enregistre la session, comme j'ai pu vous le dire. Et puis, au niveau du déroulé du webinaire, on a une présentation globale du webinaire, ce que je suis en train de faire actuellement. Et on va avoir l'intervention du prestataire de l'action, donc le cabinet Gillot. Et puis, l'intervention également d'une association qui a bénéficié de cette action et qui peut nous faire son retour d'expérience. Et évidemment, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait intervenir soit dans le chat, soit demander la parole. On s'organisera des temps d'échange, notamment avec le cabinet ou avec Madame Burguet qui représente l'association qui a sollicité l'action. Alors, je vous remercie de couper vos micros. Sinon, j'ai un grand pouvoir, c'est celui de vous couper le micro. Alors, hop. Oui, je suis désolé, je vous coupe le son. Voilà. Donc, un webinaire, c'est basé sur l'échange. Vous êtes parfois nombreux, donc quelques règles à respecter. On coupe ses micros, c'est d'à propos. Et puis, on aura un temps dédié en fin de webinaire pour que vous puissiez poser vos questions directement à l'oral ou dans le chat, comme j'ai pu le dire. On essaie d'être concis pour pour que la réponse qui vous soit apportée soit rapide. Si on a besoin d'un échange plus long, on voit pour des modalités de contact en fin de webinaire. Voilà. Je vous propose de vous passer la parole, Bertrand. C'est parfait. Donc, du coup, pour accéder au catalogue d'actions du HDS Prévoyance, donc en fait, il y a plusieurs étapes. Donc, vous allez sur le site de la CNPTP 66. Donc, vous l'avez là, en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir… ah non, je ne pourrais pas me connecter. Mais je peux le faire, Bertrand, si vous le souhaitez. Voilà, si vous pouvez vous connecter, ça serait bien, en fait, qu'on puisse montrer comment ça se passe.
Donc, en fait, aujourd'hui, on a créé des supports de communication sur lesquels vous avez systématiquement donc l'adresse mail de la CNPTP 66 qui vous permet de pouvoir, en fait, aller sur le site, découvrir ce qui existe comme prestations. Donc, aujourd'hui, on parle des troubles musculo-squelettiques, mais il y a d'autres prestations que Guillaume a déjà citées. Donc, vous arrivez sur le site et puis après, finalement, vous sélectionnez votre assureur. Donc, vous allez choisir, en fait, soit vous êtes chez Apicil, vous êtes chez Corum du groupe Alors, Vive, vous êtes chez Bertrand, HDS. vous êtes parti un petit peu vite, si Ah, je je peux suis me allé trop permettre. vite? Ok. Oui, Bah, parce que là, je pense que vous voyez ma fenêtre Internet qui, oui, qui défile. Donc, oui. voilà. Donc, quand vous cliquez sur le lien et quand vous entrez dans votre barre d'adresse l'adresse de cnptp66.fr, vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous faites défiler un tout petit peu la page et vous allez découvrir le catalogue de prestations sans tarder. Et là, je vous laisse la main, Bertrand. Voilà. Donc, en fait, voilà. Une fois que vous arrivez là, donc vous avez en fait toutes les prestations qui existent aujourd'hui, que ce soit les actions de prévention, dont les risques musculo-squelettiques dont on va parler ce matin, et d'autres prestations. Vous avez les aides financières aussi qu'on cite, il me semble, dans la suite. Donc, les aides financières pour les aidants familiaux, pour le handicap, pour les maladies graves. Ça fera l'objet d'un autre webinaire où on détaillera un peu plus sur les aides financières. Donc, ça, on le verra beaucoup plus tard. Vous avez les services d'accompagnement aussi. Donc, ils sont essentiellement donc, le soutien psychologique, l'aide au retour à l'emploi. Et donc, en fait, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire que si vous voulez faire une demande ou si vous voulez avoir plus d'informations, finalement, on vous explique comment il faut faire. Donc, vous choisissez votre assureur en prévoyance. Si vous êtes effectivement assuré par un des assureurs qui sont recommandés, à savoir Corum, AG2R La Mondiale et Apicil. Alors, on a laissé pour l'instant aussi Malakoff Humanis parce que c'était un assureur qui était recommandé précédemment. On l'a laissé parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient déjà inscrites sur le site. Et donc, ce qui permet aujourd'hui, en tout cas pour celles qui étaient inscrites, qui sont toujours assurées par eux, de pouvoir bénéficier des prestations HDS. Et puis, si vous n'êtes pas dans les 3 assureurs ou dans les 4 assureurs… Le téléphone, le gars, il me rappelle aujourd'hui, là, il passera demain. Excusez-moi, il faut couper votre micro, s'il vous plaît. Non, non, c'est juste une vidéo, il n'y a pas de son. D'accord. Oui, nous, on vous entend par contre. Donc, du coup, pour en revenir à ce que je disais, donc soit vous êtes assuré par un des assureurs que vous avez là qui sont affichés, soit ce n'est pas le cas, et vous avez l'onglet où on a marqué structure hors mutualisation. Comme je pense que Guillaume l'a expliqué au début, le HDS prévoyance aujourd'hui, il s'applique pour toutes les structures qui appliquent la CCN 66. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans les 4, vous cliquez sur structure hors mutualisation. On peut d'ailleurs cliquer sur structure hors mutualisation, Guillaume, hein, si ça ne vous dérange pas. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui est affiché? Donc, vous avez une page où, finalement, vous avez toutes les prestations qui existent aujourd'hui. Là, on fait une promotion sur les risques psychosociaux parce que régulièrement, en fait, on met en avant une prestation. Oui, je pense que le terme mise en avant est plus adapté, Bertrand. Exactement. La promotion, vous avez raison, Guillaume. Effectivement, donc on met en avant une prestation. C'est pour, en fait, quelque part, comme on sait qu'il y a beaucoup de prestations, l'idée, finalement, c'est de pouvoir, à un moment donné, mettre en avant une prestation, notamment en lien avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Là, on voit qu'on est dans une situation de crise sanitaire qui perdure, même si on commence à en sortir avec les masques qui tombent, entre guillemets. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, on met en avant une problématique, comme ça, vous pouvez vous en saisir. Et puis, 2 mois ou 3 mois après, on met en avant une autre problématique. Et donc là, en fait, le site que vous avez là, donc vous avez toutes les prestations qui existent. Vous avez dans la partie documents tout ce qui est support de communication. Vous avez une vidéo aussi de 2 minutes et demie, qui vous permet quelque part, si vous voulez communiquer là-dessus, de pouvoir finalement la lancer et la montrer aux salariés ou même entre vous, quand vous êtes dans le CSE, de voir très rapidement quelles sont les prestations qui existent aujourd'hui. Donc là, vous avez vraiment tous les éléments qui vous permettent à la fois de communiquer auprès des salariés et qui vous permettent de communiquer auprès des salariés et d'aller un peu plus en détail, notamment si je prends la fiche du catalogue de prestations, le livret explicatif, d'aller un peu plus en détail sur ce qui existe aujourd'hui. Donc, si on en revenait aux prestations, donc oui, je clique, Bertrand. D'accord, très bien. Donc, on va prendre l'exemple des risques musculo-squelettiques qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, si on clique sur les risques musculo-squelettiques, et donc là, en fait, évidemment, on vous redétaille un petit peu en quoi consiste l'accompagnement. Et puis, finalement, pour accéder à la prestation, donc en cliquant sur le « Accéder à la prestation », donc vous vous inscrivez, soit vous avez un compte, et effectivement, si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter directement, soit vous n'avez pas de compte et vous créez un compte. Alors, si vous me permettez, moi, je ne suis pas identifié comme étant
Sur le hors mutualisation? Hors mutualisation, oui. Oui. J'essaie de... Hop. Je vais refaire la manipulation. Voilà. Et puis, de toute façon, vous allez voir que c'est exactement les mêmes sites, c'est exactement les mêmes prestations, sauf que là, pour les organismes assureurs recommandés, on applique la charte, effectivement, de l'organisme assureur recommandé, mais c'est la même chose. Donc là, vous redécouvrez la prestation, et si vous voulez demander une prise en charge, donc, vous cliquez sur le bouton vert qui est de demande de prise en charge. Donc, si vous voulez aller jusqu'au bout et faire une demande, et là, vous avez un formulaire en ligne. Donc, vous remplissez le formulaire en ligne. Une fois que vous avez rempli le formulaire en ligne, nous, on reçoit le formulaire en ligne, on vérifie vos droits, on vérifie bien que vous êtes une entreprise, une structure, une association qui relève de la CCN 66, qui a versé les cotisations via son assureur, donc qui a versé le 2%. Et en fait, après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le lien avec le prestataire, donc qui est JLO Conseil, on leur envoie le formulaire, ils vous contactent, et une fois qu'ils vous ont contacté, ils organisent quelque part l'accompagnement. Donc, vous définissez ensemble en fait le cadre de l'accompagnement, les personnes qu'il faudra solliciter, les temps où il faudra être disponible et quand est-ce que vous démarrez l'accompagnement. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple en fait, on en a sur le site. Vous remplissez un formulaire en ligne, on le reçoit, on vérifie les droits, on transmet au prestataire. Cela vaut pour cette prestation-là, ça vaut pour toutes les actions de prévention et quelque part, ça vaut aussi pour le salarié quand il fait une demande d'une aide financière. C'est pareil, on est sur le principe d'un formulaire en ligne. La seule différence qu'il y a, c'est que quand le salarié fait sa demande, lui, il doit intégrer des pièces justificatives que là, vous n'avez pas besoin d'intégrer parce que finalement, comme tout est clé en main, vous n'avez juste besoin que de remplir le formulaire. Donc voilà. Pour pouvoir être recontacté par, notamment pour la prestation sur les risques musculo-squelettiques, par le cabinet JLO, qui pourra analyser votre demande. Bertrand, est-ce que vous voulez que je revienne sur le support? Juste, Guillaume, si vous me permettez 30 secondes, je vais insister sur l'adresse mail, parce que là, vous avez une adresse mail, ccn66-demande@branche-hds.fr. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, s'il y a des blocages sur le site, si vous avez des salariés qui se posent des questions aussi sur les aides financières ou n'importe quelle question qui est en lien avec le HDS, n'hésitez pas à nous écrire sur cette adresse mail-là, du coup, et puis on prend en charge votre demande et on essaie de vous apporter la réponse adaptée. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez en parler aussi aux salariés en disant, vous avez des difficultés, vous avez des doutes, vous écrivez, vous posez vos questions, et puis on vous accompagne s'il le faut. Je vous ai copié l'adresse mail dans le chat, et il faut savoir que quand vous vous rendez sur le site de la CNPTP 66, c'est une adresse mail cliquable, donc qui peut vous ouvrir rapidement pour éviter les erreurs d'adresse mail, qui vous ouvre un mail, un nouveau mail pour pouvoir écrire directement au HDS Prévoyance. Est-ce que c'est bon pour vous, Bertrand? C'est parfait pour moi. Alors. Juste que je... Donc, on vous a mis quelques captures d'écran dans la présentation du webinaire pour que vous puissiez retrouver toutes les informations les plus importantes, voilà, avec ce qu'on vient de vous présenter exactement. Vous avez également sur cette capture d'écran la possibilité de sélectionner les actions de prévention, le salarié et les aides financières. Donc, après, n'apparaîtra. Au début, tout apparaît quand vous avez cliqué sur tous, là. Tout apparaît et c'est parfois plus simple de s'y retrouver quand on a juste les actions de prévention. Donc, il y a un tri qui se fait automatiquement. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec le cabinet JLO, à qui je vais passer la parole. Jean-Baptiste, je vous en prie. Merci. Vous me faites signe pour que je puisse passer les diapos, si ça vous convient? Oui, tout à fait. Je me représente très rapidement pour ceux qui sont arrivés. Donc moi, je suis chef de projet pour justement la mise en place des diagnostics, troubles musculo-squelettiques, accompagnement au plan d'action. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le lien et que vous faites le formulaire, c'est moi qui vous recontacte, très simplement. Alors pourquoi cet accompagnement? Très simplement, c'est qu'à partir finalement de la mise en place de la déclaration des maladies professionnelles, les assurances maladie se rendent compte qu'il y a une augmentation régulière finalement des déclarations qui montent à plus de 50 000 dans les années 2010, avec ensuite une décroissance. Alors cette thématique des risques
Je n'ai pas encore passé. Pardon. Merci Guillaume. Cette thématique des troubles musculo-squelettiques et donc des maladies professionnelles associées, elle est prise en considération de manière très importante par la Caisse primaire d'assurance maladie et avec une politique associée pour venir questionner les enjeux de prévention qui y sont associés. C'est un des éléments qui explique cette courbe de décroissance que l'on voit à partir de 2011 et qui va jusqu'en 2017 dans le schéma qui est sous vos yeux. Un deuxième élément qu'on pourrait apporter et qui peut questionner aussi la décroissance, c'est l'accès finalement à la maladie professionnelle, à sa reconnaissance, puisque les critères pour y accéder sont plus complexes, du moins sont différents que dans les années 2000, au début des années 2000. Alors, pourquoi ces enjeux ? Pour le coup, là, j'ai besoin qu'on passe à slide, c'est que on peut voir que cette thématique qui était à la mode, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, dans les années 2000 à 2010, est tombée un petit peu en désuétude, ou du moins est apparue en second plan, au profit des risques psychosociaux. C'est-à-dire, et c'est aussi un élément d'analyse important que peut faire aussi la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est qu'il y a une augmentation suite à une décrue importante en 2018 et en 2019 du nombre de maladies professionnelles qui sont déclarées. C'est-à-dire qu'en 2018, pour les chiffres donc, validés en 2019, c'est 50 392 maladies professionnelles. Et si on s'intéresse un petit peu sur les pathologies qui sont validées en tant que maladies professionnelles, c'est à 88% des maladies qui sont liées aux troubles musculo-squelettiques. Donc, le lien qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir que la question de la prévention, qui passe au second plan, entraîne une augmentation, finalement, de la recrudescence des maladies professionnelles. Donc, on peut aussi faire le lien, et c'est très intéressant, puisqu'on ne peut pas avoir des données plus récentes, parce qu'en 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé, les chiffres ne sont pas forcément en phase avec les données précédentes. On a une réduction de 17% des accidents du travail et à peu près similairement des maladies professionnelles. Ça s'explique. Par contre, pour certains métiers, on a une augmentation de la sinistralité, et notamment dans les métiers sanitaires sociaux hospitaliers. Pour le coup. Donc, c'est des éléments qui sont à prendre en considération parce que si on regarde un petit peu les causes d'accidents du travail, on remarque assez rapidement que pour 50%, il s'agit de manutention manuelle. C'est-à-dire que pour 50%, on fait vite le lien entre, à un moment, des manutentions qui peuvent générer des premiers signes, des premiers accidents, des premières douleurs, avec plus tard, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, des problématiques qui se sont installées et qui génèrent une maladie professionnelle. Je vous laisse passer, Guillaume. Oui. Merci. Alors, je vous laisse tout défiler d'un coup comme ça. Ça marche, on va faire comme ça. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique ? Le trouble musculo-squelettique qui va survenir après de nombreuses sollicitations, voire même de sursollicitation. C'est-à-dire qu'il va y avoir la répétition de gestes, de postures, ou aussi de postures de travail qui sont statiques dans le temps, avec des angles de confort articulaire qui ne sont pas respectés, qui sont dépassés. Alors, c'est-à-dire que de ce fait-là, le trouble musculo-squelettique, il va impacter des zones autour des articulations, tels que les éléments qui sont liés aux membres supérieurs. On va parler des TMS-MS, membres supérieurs, qui vont regrouper l'épaule, le coude, le poignet, la main, les doigts. On va retrouver aussi les éléments des membres inférieurs, avec les genoux, les chevilles, les pieds. Et également, on va retrouver, et ce qui représente une grande majorité, les problématiques qui sont liées au rachis dorsal et cervical. Donc voilà, ce sont les grands traits que l'on peut retrouver. Et ce que l'on peut comprendre, et ce qui est surtout très intéressant de garder en mémoire, c'est que la question de l'apparition des troubles musculo-squelettiques n'est pas seulement liée à des facteurs biomécaniques. Ce n'est pas parce que l'on va répéter un geste ou une posture, un mouvement de manière fréquente dans le temps que l'on va forcément développer un trouble musculo-squelettique. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque des personnes qui peuvent des fois répéter des gestes sans travailler à la chaîne ne développent jamais de troubles musculo-squelettiques. Et donc, ça nous amène dans la littérature, à partir des années 70-80, de questionner que le trouble musculo-squelettique est multifactoriel. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il va questionner tout simplement différents facteurs d'exposition au risque professionnel qui va faire de ce fait que l'apparition en manifestation
va se faire. Alors, ça vient questionner plusieurs éléments. Guillaume, je vous laisse passer à la slide suivante. L'environnement dans lequel on est amené à travailler, tout simplement. L'environnement, ça veut dire peut-être l'ambiance de travail. Pour vous faire très rapidement, l'ambiance de travail, ça peut être il fait très chaud ou il fait très froid, et on sait que le froid, travailler en dessous de 12 degrés, ça vient avoir des impacts sur la contraction musculaire qui vient renforcer en fait l'impact sur les corps mous du corps. Également, on peut avoir aussi des éléments qui sont liés à l'implantation des éléments dans un espace de travail qui va générer tout simplement, là on le voit, la prise en hauteur sur le meuble, l'implantation du meuble dans l'espace, le fait de devoir se déplacer entre différents éléments, notamment dans le cadre du port de charge, peut augmenter, réduire l'apparition des troubles musculo-squelettiques. On va avoir aussi des enjeux qui vont être liés à la dépendance organisationnelle. Alors, ce que l'on connaît bien, tout simplement, ça va être aussi des outils ou du mobilier, des moyens techniques qui vont être à des hauteurs différentes. Certains éléments vont prévenir les troubles musculo-squelettiques, d'autres vont les augmenter. La hauteur de la table et de la chaise, c'est souvent des enjeux qui sont mis en avant dans l'ergonomie. C'est d'ailleurs l'entrée première dans l'ergonomie qui vient questionner la conception des équipements, la conception des produits, puis aussi leur maintenance. Si mon siège, là, par exemple, sur l'image, n'est pas entretenu, il peut très bien, les accoudeurs ne peuvent plus fonctionner, donc je ne vais plus les utiliser. On a parlé aussi du maintien de la posture, donc d'une gestuelle statique qui peut générer des troubles musculo-squelettiques pour le coup, et également des éléments qui vont être dans la question de la dynamique, c'est-à-dire que je vais répéter un geste de nombreuses fois. Alors ça peut questionner différents déterminants qui peuvent augmenter ou réduire le risque de troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire par exemple le mode de rémunération. Dans les années 70-80, il y a eu beaucoup d'études qui sont apparues sur cette thématique, qui a été notamment de questionner le travail à la pièce, la rémunération à la pièce. Et ils se sont rendus compte qu'en supprimant la rémunération à la pièce, il y avait une réduction dans pas mal d'études de la question du trouble musculo-squelettique. Pourquoi ? Parce que la personne étant rémunérée à la pièce vient justement augmenter sa cadence de travail, réduire les temps de pause pour pouvoir gagner plus, mais en même temps met en jeu sa santé pour atteindre cette type de rémunération. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut questionner aussi d'autres modes de rémunération, qui peut questionner l'investissement, les sursollicitations, les moments de pause. On peut voir aussi le mode de management qui peut être questionné pour différents éléments, la manière dont on organise l'activité, la question aussi de l'impact sur le stress. En même temps, on va avoir aussi beaucoup d'éléments qui vont être en lien avec les temps impartis pour réaliser les tâches de travail, et donc qui vont être un facteur facilitant, aggravant, et notamment on va voir la question des consignes, des procédures, la gestion des compétences. Est-ce qu'on est novice dans son métier? Est-ce qu'on est expert? Est-ce qu'on a des stratégies pour les faire face? Est-ce qu'on n'en a pas et qu'on doit les identifier, les générer? Ou également l'organisation du travail et de la production. Alors, tous ces éléments, ce sont les éléments qu'on appelle facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques, et on va faire le lien avec la slide suivante où on sait que finalement il y a différents éléments sur la question des TMS. On a d'abord dans un premier temps un facteur individuel. Chaque individu est différent. Chaque individu a des caractéristiques anthropométriques différentes. Par ailleurs, la maladie professionnelle vient questionner l'individu. Et donc, la prévention des risques professionnels doit s'inquiéter de la question de l'individu, de sa diversité, mais aussi de sa représentativité dans un collectif. C'est-à-dire qu'une démarche autour des troubles musculo-squelettiques vient d'abord et avant tout questionner le collectif de travail. Sinon, on est dans une démarche d'adaptation par rapport à une situation de handicap, par exemple. C'est autre chose. Là, on est sur des facteurs individuels, collectifs, c'est-à-dire qu'un individu qui peut déclarer des problématiques de santé, qui peut identifier, ressentir des douleurs dans la réalisation de ce travail, ce n'est pas une personne qui est faible, c'est une personne qui a une constitution différente des autres. Et donc, de ce fait-là, c'est peut-être un premier signal d'alerte, comme quoi peut-être que d'autres personnes vont suivre dans le temps. Donc ça, c'est le facteur individuel qui va faire qu'il y a des personnes qui vont plus ou moins résister par rapport à des situations diverses, des personnes qui vont avoir des stratégies opératoires différentes pour faire face aux situations. Alors, on sait qu'il y a une dimension mécanique et physiologique, on l'a vu précédemment, c'est d'ailleurs à ce qu'on pense assez aisément lorsqu'on parle de
troubles musculo-squelettiques, on vient questionner un peu la notion d'effort, la notion de répétitivité, la notion de posture. En effet, si j'observe des personnes qui vont faire de la maintenance sur des sites, par exemple, entretenir les chauffages, ça peut paraître très simple, mais ça vient générer finalement des postures avec des angles articulaires qui ne sont pas dans des postures de confort et qui peuvent être tenues dans le temps. Ça, c'est un élément. Donc, la question de dimension physiologique, on la comprend très bien et on fait très bien le lien avec les troubles musculo-squelettiques. Il y a aussi une dimension qui est importante, qui est celle de la dimension psychosociale. Alors, c'est-à-dire que dans un diagnostic trouble musculo-squelettique, on vient considérer le corps et la tête. C'est-à-dire qu'une personne, elle comprend les deux dimensions. Si la tête va bien, le corps va bien. Pourquoi? Parce que si la tête est stressée, si la tête doit gérer plein de choses en même temps et qu'elle n'a pas les ressources pour le faire ou qu'elle ne perçoit ne pas les avoir, eh ben, ça vient générer mécaniquement, physiologiquement, une contraction musculaire qui vient avoir un impact sur la contraction des tissus mous, qui vient augmenter finalement l'impact de la dimension mécanique et physiologique qu'on a vu précédemment. Donc en effet, la conséquence, c'est le stress. Le stress génère une contraction physiologique. On peut aussi étendre ces éléments sur finalement la dimension psychosociale, ce qui pourrait augmenter, réduire d'un facteur de prévention ou de précipitation, c'est l'insatisfaction professionnelle, la question du sens du travail, la question des enjeux du travail, la question du collectif, la question de l'intégration dans ce dernier. Voilà. Donc tous ces éléments-là, il faut bien les tenir en compte dans un diagnostic trouble musculo-squelettique qui ne va pas seulement s'intéresser à la question mécanique physiologique, mais qui va s'inquiéter, s'intéresser et se renseigner sur le fonctionnement psychosocial au travail. Finalement, les dynamiques de groupe, les dynamiques de reconnaissance, les dynamiques d'enjeux du travail. Jean-Baptiste, lors de l'inscription, nous avions une personne qui nous avait posé la question, souvenez-vous, on me préconise, quand je souhaite entrer sur de la prévention des TMS, on me préconise de mener de front une analyse RPS. L'intérêt, c'est d'avoir un peu votre avis sur cette question. Alors, c'est fort intéressant pour le coup, puisque c'est très intéressant de pouvoir mener de front les deux interventions, puisqu'elles peuvent être complémentaires pour le coup, et elles peuvent se renseigner l'une l'autre pour venir avoir un diagnostic complet finalement et pouvoir aussi éviter d'avoir des travaux qui soient communs et répétés. Par contre, ça demande en effet d'avoir aussi une disponibilité importante parce que ça demande de mener de front deux thématiques qui vont avoir potentiellement des méthodologies différentes pour y accéder. C'est-à-dire que la question d'un diagnostic sur les risques psychosociaux peut venir questionner des éléments sur la question de l'apparition des troubles musculo-squelettiques, comme inversement, la question des troubles musculo-squelettiques peut venir renseigner des dimensions sur la question des risques psychosociaux. Ça dépend de quel est le problème initial. Est-ce que le problème initial, il est plutôt en lien avec le stress qui va lui générer peut-être des problématiques dorsales en lien avec la contraction musculaire, ou est-ce que la problématique, elle est avant tout de la question de la santé physique du corps, qui peut avoir une augmentation par rapport à la santé de la tête, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc ça dépendra du temps qu'aura aussi l'établissement, puisque l'on sait que un établissement, c'est une tête, un corps, deux bras et deux jambes. Et que tout mener de front peut être difficile des fois et qui peut questionner aussi les temporalités de l'intervention, qui est très importante pour avoir du sens dans une dynamique de projet qui, on va dire, sur une dynamique standard et classique habituelle, va être entre 3 et 6 mois suivant la dimension du projet. C'est-à-dire que si on mène tout de front et que c'est difficile de pouvoir être disponible par rapport à tous les enjeux que peuvent connaître les établissements, on se retrouve sur quelque chose qui devient dissolu dans le temps et peut-être avec moins d'efficacité. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Jean-Baptiste. Je vous propose de continuer. Oui. Alors, très simplement, une diapositive qui date pas d'hier, qui est celle de l'ANACT, l'Agence nationale de la prévention des conditions de travail,
qui vient questionner la prévention de l'usure professionnelle. Alors, ce tableau, il est assez intéressant puisque tout à l'heure, je vous ai parlé des caractéristiques individuelles dans la question des troubles musculo-squelettiques, où on peut avoir des personnes qui vont avoir des premiers signes d'une perturbation ou de douleur. Et puis après, on peut avoir d'autres signaux, comme la baisse de l'engagement, des absences, puis de la démotivation, des restrictions d'aptitude, des absences prolongées, et puis ça vient questionner l'exclusion de l'emploi ou des inaptitudes au poste, qui ont des impacts sociétaux, qui ont des impacts aussi pour les établissements et les entreprises à différents niveaux. Donc, un des éléments qui est identifié et un des enjeux de la santé et de la prévention au travail, c'est de pouvoir remonter au maximum la pente pour comprendre les facteurs d'exposition aux troubles musculo-squelettiques, mais ce serait pareil pour les risques psychosociaux finalement, pour pouvoir intervenir avant qu'il y ait des impacts trop importants sur la santé. Donc, c'est-à-dire qu'un diagnostic sur les troubles musculo-squelettiques, c'est aussi un outil pour les établissements pour détecter des situations de manière précoce. Et donc, on conseillera toujours de pouvoir intervenir le plus en amont possible. Alors, ce n'est pas toujours possible, ou des fois, ce n'est pas toujours identifié comme tel. Quelques exemples de situations qu'on a pu rencontrer récemment, on a pu avoir des interventions dans des établissements qui s'y prennent très tôt, c'est-à-dire des établissements où le service vient d'être créé, et où il y a la volonté de questionner suite à des remontées de quelques douleurs, quelques souffrances au travail, on est plutôt dans le haut, première signe de perturbation de douleur, c'est simplement une intervention pour comprendre pourquoi et peut-être circonscrire et aménager les situations dans ce cadre. Également, un établissement nous a contactés puisque suite à la réalisation de son document unique, il a identifié un axe prioritaire pour un métier, où il n'y avait pas encore de premiers signes de perturbation ou de douleur, mais dont les remontées par rapport aux sollicitations physiques, c'est-à-dire biomécaniques par exemple, et angulaires, pouvaient questionner à long terme l'impact sur la santé. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi nous, des interventions où on intervient dans le cadre de signaux forts, où il faut intervenir en urgence et où là, il y a de fortes attentes sur la temporalité aussi de l'intervention, puisqu'en fait, il aurait fallu intervenir hier. Et pour le coup, on sait aussi réagir à ces situations, puisqu'il y a des méthodologies qui permettent de gagner du temps, puisque a priori aussi, on va avoir des personnes qui sont déjà plutôt dans le bas de la courbe, avec des absences prolongées, des absences, voire des déclarations d'inaptitude au poste de travail qui sont questionnées, et qui ont un impact sur l'organisation du travail, des impacts sur les collègues. Et par rapport à ces éléments-là, il est aussi très intéressant d'intervenir pour comprendre et pouvoir transformer pour revenir pour les personnes qui intégreront le service sur une prévention des situations. On va donc être sur une correction, prévention tertiaire, et l'objectif étant de remonter vers une prévention primaire des troubles musculo-squelettiques. Également, pour un autre Jean-Baptiste, oui, juste pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce que recoupe la notion de prévention primaire, secondaire, tertiaire? Alors, moi, souvent, pour le comprendre très simplement, et vous en avez l'habitude dans les établissements, c'est la sécurité incendie. Moi, souvent, je fais le lien avec ça. Dans ma prévention primaire, dans ma sécurité incendie, je vais aller faire un tour de mon établissement, je vais être accompagné par une structure. Le problème n'est pas là, le feu n'est pas là, mais j'anticipe que le feu pourrait arriver, et s'il arrive, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y faire face? Donc, je me pose les questions, je fais une visite de sécurité. La prévention secondaire, tout simplement, c'est que je vais former, informer, sensibiliser mes équipes aux procédures pour faire face au feu. La gestion d'un extincteur, vous connaissez, guide fil, serre-fil, vous connaissez très bien. Et puis le dernier point, c'est la prévention tertiaire. Il y a le feu qui se déclenche, j'ai déjà tout prévu, j'appuie sur le bouton, je sors. Donc comme j'ai formé mes équipes, les personnes savent sortir. Et donc, personne normalement ne reste brûlé dans l'incendie. Donc j'ai un problème, je réagis pour pouvoir faire face au problème. Ce sont ça les trois finalement axes de la prévention qu'on pourrait reprendre. Après, il y a la correction. C'est si j'ai quelqu'un de brûlé, qu'est-ce que je fais pour pas que ça se reproduise? Voilà. Mais bon, on va partir du principe qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Merci Jean-Baptiste. Alors, il y a un des enjeux assez importants et assez intéressants à vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on rencontre une situation un peu particulière et qu'il est important, malgré, et je pense que vous savez peut-être trop bien que vous êtes très sollicité sur différents sujets,
il faut faire attention de ne pas se focaliser uniquement sur les urgences du quotidien, mais de pouvoir se questionner sur des enjeux de santé au travail à moyen et long terme, tout de même, dans cette période. On le verra après. Je vous laisse passer à la suite, Guillaume, s'il vous plaît. Merci. Alors, pourquoi je vous pose cette question-là? Tout simplement puisque nous, on a pu voir des demandes qui ont été faites suite aux sursollicitations ou aux sollicitations liées au travail sur écran, renforcées dans le cadre de la situation Covid, par exemple. Voilà. Où là, on est en train de travailler sur des diagnostics pour questionner les raisons, finalement, de l'apparition de mots, alors que précédemment, hors Covid, il n'y avait pas ces mots. Donc, c'est un enjeu qui est finalement situationnel, mais qui est intéressant de prendre en considération. On a eu aussi des demandes, je vous l'ai dit, suite au document unique, dans le cadre de fusion et de mutualisation d'établissements, qui est assez particulier pour questionner des enjeux de mise en commun des pratiques métiers et de prévenir, dans le cadre de la fusion, finalement, des problématiques d'un établissement à un autre, tout simplement. Et après, je vous l'ai déjà dit, des demandes suite à des plaintes plus ou moins importantes. Ce qui est intéressant pour moi de partager, peut-être, c'est un exemple d'une situation de prévention primaire pour laquelle on a pu intervenir dans un établissement. Alors peut-être que le représentant de l'établissement est présent, je crois que je l'ai vu se connecter, où on est intervenu pour un service qui est assez récent avec du matériel. On est sur des bureaux réglementeurs, on a des casques pour pouvoir téléphoner. Voilà, c'est un service récent d'appel téléphonique et qui dispose d'aménagements bureautiques, casques, bureaux, réglementeurs. Par ailleurs, la nature donc des appels et les enjeux de communication et de concentration, donc de bruit dans cet espace ouvert qui est tout à droite, là où vous voyez où il y a plein de flux. Nous, on s'est questionné sur le fait qu'on avait pu observer dans un premier temps des postures statiques de travail prolongées et qui semblent être donc un facteur de risque de troubles musculo-squelettiques. Alors, nous, notre étude, elle a porté sur l'analyse du ressenti émotionnel des appels, puisque c'est des appels qui sont assez sollicitants sur le devenir des personnes et qui peuvent questionner l'impact émotionnel, donc la question du stress, de la complexité, de la compréhension, puisque toute personne ne parle pas forcément de manière très intelligible, ou la communication brouille les éléments. Donc, ce qui vient questionner le fait de bien comprendre et donc les enjeux de pouvoir bien répondre, la question du travail bien fait, et aussi la complexité du bruit qui est dans l'espace, puisqu'il y a des enjeux de concentration pour se concentrer sur l'appel, et en même temps de déconcentration liée au besoin d'interagir avec les collègues pour répondre à des questions de leur part ou prendre des informations parce qu'ils ont déjà eu cet appel. Et donc, ces éléments-là, nous, on s'est posé la question dans notre pré-diagnostic que finalement, ils étaient associés à des postures de travail. Donc, c'est pour ça qu'on fait un lien assez simplement entre les contraintes physiques qu'on vient voir évoluer à travers le temps suivant les risques psychosociaux liés au stress des situations, liés à la charge émotionnelle, voire la charge cognitive, de traiter plusieurs appels en même temps à la suite et de pouvoir en faire un échange avec ses collègues dans un espace qui est un espace de déplacement collectif qui vient questionner les enjeux de concentration. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, dans ce diagnostic, pour l'instant qu'on est en cours de réalisation, ces éléments, ils auront pour but de questionner pour nous l'aménagement des postes, favorisant la prévention des risques musculo-squelettiques, mais également de ré-questionner, pourquoi pas, l'emplacement des différents services. On va parler de macro-zoning de ce fait-là, ou même des espaces de travail pour favoriser les enjeux de concentration et de communication, au-delà des enjeux du poste, de la chaise, ainsi de suite. Voilà. Donc, on voit bien en quoi un diagnostic sur les troubles musculo-squelettiques, il peut questionner différentes facettes du travail pour en comprendre les enjeux, en fait, parce que la démarche autour des troubles musculo-squelettiques est de comprendre pour agir et transformer dans un but de prévention. Je vous laisse passer à la suite, Guillaume, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment ça se passe tout ça? Souvent, lorsqu'on reçoit une demande, on va recevoir deux types d'appels de premier échange. Le premier échange, il va être sur des demandes d'informations sur l'intervention. Vous assistez aujourd'hui au webinaire, donc je ne pense pas qu'on aura ce type d'échange si vous appelez. Et on a, dans un second temps, des demandes très ciblées et déjà validées en interne.
C'est-à-dire que le cycle, en fait, finalement, du moment où nous, on reçoit le premier échange avec le cycle où on intervient, va varier suivant le fait que vous avez déjà ciblé un besoin d'intervention très précis ou non. Donc, comment ça se passe? Moi, je reçois le document, je prends attache avec la personne qui est dans le document et on réalise un premier échange pour comprendre les enjeux de la démarche, questionner finalement la disponibilité de l'établissement, les enjeux du dialogue social. Voilà. Donc on fait un premier échange pour présenter cette démarche qui pourrait être re-questionnée dans un second échange avec d'autres interlocuteurs pour pouvoir répondre au cadre de l'intervention. Ensuite, on transmet, on rédige tous ces éléments par écrit et on transmet tous ces éléments auprès finalement du CNPTP. Évidemment, les éléments que l'on transmet sont validés par l'établissement en amont pour validation du cadre de l'intervention. Une fois que c'est fait, le CNPTP valide le document. On me rappelle pour questionner certains éléments. Rassurez-vous, hein, la plupart du temps, on échange de manière assez fluide sur les enjeux des interventions. Et dès qu'on a un retour, moi, je mobilise l'équipe projet en interne auprès du groupe JLO. Je suis des fois dans cette équipe projet et on intervient auprès de l'établissement pour s'organiser dans le calendrier d'intervention. Alors, suite à ces éléments, nous, c'est très important d'identifier la disponibilité de l'entreprise parce que tout à l'heure, Guillaume posait une question sur quand j'interviens sur déjà d'autres sujets, je ne peux ne pas être disponible. Là, c'est le cas pour un établissement qui m'a contacté très récemment, qui réalise un diagnostic sur les risques psychosociaux. On a questionné la disponibilité, on s'est posé en effet les enjeux de pouvoir intervenir de manière efficace sur la question des troubles musculo-squelettiques. Et donc, on a adapté notre cadre d'intervention pour démarrer au moment le plus opportun. Un des éléments de réussite de la démarche est de pouvoir définir en interne très simplement un pilote qui va pouvoir agir sur les situations, qui va pouvoir coordonner notre intervention en interne. On va avoir, vous voyez là, un joli tableau au milieu, qui est le plus simple possible pour essayer de vous expliquer comment ça fonctionne en termes de cadrage. Nous, on va cibler des métiers. C'est-à-dire qu'on va intervenir pour des métiers de vos établissements où, pour un métier, on va avoir 7,5 jours et à partir de 2 métiers, on va avoir jusque 18 jours pour intervenir. C'est-à-dire que plus vous avez de métiers, plus finalement on va pouvoir rentrer dans le détail, mais en même temps, à un moment donné, si vous voulez avoir des éléments très précis, parce que c'est complexe, certaines situations d'identification des troubles musculo-squelettiques et l'accompagnement en piste de solution, si vous me dites j'ai besoin d'un diagnostic pour 5 métiers, à un moment ça va poser des questions sur le fait de pouvoir rentrer dans le détail. Voilà, donc il y a tout cet enjeu-là, pouvoir prioriser aussi les sujets, les métiers d'intervention sur lesquels vous pensez avoir des problématiques liées aux troubles musculo-squelettiques. Alors, l'objectif, c'est que ces éléments soient le plus simple possible. On fait un échange ensemble. On détermine en effet les enjeux par rapport aux différents métiers, voire on questionne, si vous en êtes d'accord, des données que vous pouvez avoir dans l'entreprise pour pouvoir aussi vous accompagner sur cet élément-là. Et puis, on vous propose une méthodologie d'intervention qui paraît la plus adaptée avec votre cadre. Ouais. C'est moi qui reformule la plupart du temps et on en échange. Juste une toute petite précision, Jean-Baptiste, quand on voit le nombre de jours, je pense que certains de nos webinautes se posent la question du coup. Et là, si Bertrand est là, Oui, je suis là, Guillaume, hein, du coup. J'ai l'impression d'être en direct de Cognac Jet. Donc Bertrand, peut-être un tout petit mot sur le modèle économique du HDS pour les interventions qui sont calibrées dans le cadre des actions de prévention. Ce que vous voulez, en fait, c'est d'expliquer un petit peu comment c'est financé, c'est ça? Alors, pas forcément d'expliquer comment c'est financé, puisque c'est l'objet de notre premier webinaire, d'expliquer les mécanismes du HDS, mais de dire que globalement, aujourd'hui, l'intervention de Gilo dans une structure, elle est financée intégralement par le HDS prévoyance. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a défini, donc on a travaillé avec, notamment avec Nexem et puis avec les organisations syndicales de la branche sur ces prestations-là. On a défini un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on a défini un périmètre, on va dire, d'accompagnement, de prise en charge, sur lesquels il y a une tarification qui a été validée par les partenaires sociaux de la branche
dont Nexem. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous passez par le prestataire qui est choisi par la branche et qu'on se retrouve dans le périmètre qui a été défini, tout est pris en charge à 100% par le fonds HDS Prévoyance. Et donc, du coup, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, toutes les interventions qu'on a eues avec JLO, ça s'est toujours passé de cette manière-là. C'est toujours dans le périmètre qui a été défini, donc il n'y a pas de question. On peut prendre un cas particulier aussi, à supposer, par exemple, qu'on se rend compte que, finalement, l'accompagnement qui est souhaité par la structure ou l'association, elle va au-delà du périmètre qui a été choisi par la branche. Il peut aussi y avoir une possibilité à ce moment-là de demande de subvention. Donc, comme on est en lien étroit avec JLO, ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais si jamais ça devait arriver et qu'on se rend compte qu'effectivement, l'accompagnement est peut-être beaucoup plus large que ce qui a été défini, à ce moment-là, JLO revient vers nous en nous disant, voilà, finalement, il faut aller au-delà de ce qui a été défini, et nous, on demandera au bureau CNPTP, donc c'est le bureau, en fait, au niveau de la branche dans lequel on va retrouver Nexem et les organisations syndicales de la branche, on va demander un accord pour pouvoir peut-être aller plus loin. Donc, en tout cas, ce n'est pas encore arrivé jusqu'ici, mais je tiens quand même à le préciser aussi que, en tout cas, il ne faut pas hésiter à demander, même si vous vous dites que finalement, peut-être que vous avez une problématique qui est beaucoup plus large. Donc, il ne faut pas hésiter en tout cas à faire la demande. On tiendra toujours compte de votre situation et puis on demandera toujours aux partenaires sociaux qui sont sensibles aussi à la prise en charge, en tout cas, pour permettre notamment aux employeurs de pouvoir en tout cas les accompagner sur la prise en charge de ces problématiques-là de TMS ou de risques psychosociaux, parce que comme l'a bien expliqué Jean-Baptiste, il y a un lien entre les risques musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Je vous propose de laisser la parole à Jean-Baptiste maintenant. Peut-être pour préciser, l'intervention se déroule en un séquençage que l'on peut remanier, mais la plupart du temps, ça va se démarrer en une phase 1, qui va être le démarrage de la mission, où on va venir structurer le projet avec l'établissement. On va recueillir les données d'entrée pour l'analyse du terrain. Donc, on va nous regarder, par exemple, la pyramide des âges, les données d'accidents du travail, de maladies professionnelles, ainsi de suite, donc les indicateurs, pour essayer de comprendre un petit peu les problématiques de santé dans l'établissement et pour les métiers donnés. Ensuite, on va réaliser des... Jean-Baptiste, juste si on peut juste un tout petit peu accélérer parce qu'il faut qu'on puisse laisser un peu de place à l'ALCA 87. Je vous propose de passer toutes les phases et que vous nous expliquez rapidement en quoi consistent ces phases. Alors, si on va assez rapidement, de ce fait-là, une phase 1 qui prend peu de temps, 1,5 jours à peu près en moyenne, où on va sensibiliser les membres du COPIL aux troubles musculo-squelettiques et on va aussi sensibiliser au rôle de qu'est-ce qu'un COPIL et comment ça fonctionne, en plus de présenter des premières hypothèses d'intervention. Ensuite, on va aller sur le terrain, on va réaliser des observations, on va peut-être s'outiller de manière globale pour essayer de comprendre un petit peu les premières problématiques qu'on va remonter à un comité de pilotage, pour tout simplement valider peut-être des éléments de focus à réaliser avec là des outils. Et là, en termes d'outils, on a réalisé des chroniques d'activité, on peut utiliser des sonomètres, on peut utiliser des luxmètres, ça va dépendre vraiment des problématiques, des pesons pour peser les poids, ainsi de suite, pour essayer d'essayer d'investiguer, donc de comprendre les problématiques que l'on vient remonter au comité de pilotage par rapport aux problématiques métiers. Ensuite, on a donc restitué. Le but, c'est pour nous, c'est surtout la phase la plus importante, c'est d'accompagner à l'identification de pistes de solutions. Et là, pour quelques exemples, on arrive dans le 3 bis, mais on peut appuyer à la consultation de fournisseurs ou au choix de solutions. On peut également simuler de nouvelles situations de travail, des tests, des maquettages, des essais de pistes organisationnelles ou techniques. Voilà, on peut aussi faire des retours d'expérience utilisateur suite à ces essais. On peut aussi accompagner au suivi des actions dans le temps, c'est quelque chose qui n'est pas inenvisageable, ou on peut tout simplement aider à prioriser les actions par rapport aux nombreuses préconisations qui sont faites pour pouvoir en dégager des pistes de préconisation qui seront possibles de mettre en place concrètement. Également, il est possible d'aider à intégrer les éléments qui ressortiront du diagnostic au document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque forcément, ils identifient de nouveaux risques. Donc, plusieurs méthodologies dont l'objectif, il est de comprendre pour agir et transformer. Et la plupart du temps, la phase numéro 3, elle est entre 3 à 4 jours, 2 à 4 jours, suivant comment on a avancé dans les phases précédentes.
Pour finir, on a aussi, nous, développé des outils pour vous accompagner dans la démarche, parce qu'il y a des enjeux de communication qui sont simples et évidents, puisqu'on vient être à l'interface de différents métiers, de différents enjeux de communication, notamment dans le dialogue social, mais aussi tout simplement dans l'acceptation qu'il se passe quelque chose qui n'est pas grave dans l'établissement, justement, au contraire, que c'est quelque chose de plutôt positif. Donc, on a travaillé des affiches qui sont assez génériques, qui peuvent être adaptées, une bannière de mail ou un clic dessus qui peut relayer sur une communication, voire même, tout à l'heure, vous avez vu des slides qui sont dans un petit sensitif, une petite présentation visuelle de qu'est-ce que sont les troubles musculo-squelettiques et comment l'établissement va intervenir à travers cet élément-là. Voilà. Quelques éléments de communication qui peuvent émailler la démarche. Je propose de passer donc au retour d'expérience. Bonjour, oui, je vous prie d'accueillir Madame Burguier. Madame Burguier, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là, oui. Oui, on va essayer de rester dans le timing. Vous avez, voilà, avec Jean-Baptiste, 10 minutes pour pouvoir, si ça vous convient, hein, sinon on peut allonger un tout petit peu, pour pouvoir faire état de que vous avez, de l'expérience que vous avez du HDS. Et je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Émilie Burguier, je suis responsable qualité, sécurité et développement au sein de l'ALSEA 87. L'ALSEA, qui est l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, une association qui agit principalement dans le secteur de la protection de l'enfance, mais pas que, puisque nous avons également un CAMS, donc dans le médico-social, et aussi un service tutelle sur le secteur donc tutélaire. Moi, mon poste de responsable qualité, sécurité et développement, donc sur la partie sécurité, il s'axe principalement sur la prévention, donc la santé sécurité au travail pour l'ensemble de nos salariés, donc qui sont au nombre de 240 environ. Je suis référente santé sécurité aussi également auprès du CSE. Nous avons 10 établissements, comme je vous le disais, et donc ces établissements ont plusieurs unités de travail différentes, principalement éducatives, mais également dans donc le secteur de l'administratif, des moyens généraux et paramédicaux. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à solliciter cette action? Alors, comme il a pu être évoqué précédemment, nous avons réalisé l'évaluation des risques via la mise à jour des URP de notre association et donc ont été identifiés dans les unités de travail administratives, services généraux et paramédicaux, donc au sein du CAMS, des problématiques en lien avec des douleurs, des risques physiques et des douleurs liées au TMS. Donc, en fait, dans un premier temps, moi, l'idée qui m'était venue, c'était de pouvoir sensibiliser ces professionnels-là au TMS et à la prévention des risques physiques. Et puis, finalement, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément l'expertise en interne ni les ressources qui pouvaient nous permettre de le faire. Donc, on a essayé de chercher un petit peu autour de nous et c'est comme ça qu'on a sollicité notre organisme de prévoyance et de mutuelle qui a proposé de nous mettre en lien avec le groupe JLO. Et donc, ils nous ont proposé bien au-delà en fait, d'une sensibilisation, puisque c'était le diagnostic qui vient de vous être présenté au complet, qui a pu être réalisé au sein de notre structure. D'accord. Peut-être que j'ai passé la diapo trop tôt, hein, vous me dites, hein, sinon. Non, c'est parfait. Donc, Parfait. Si vous pouvez nous faire votre retour d'expérience sur le déroulement de ce diagnostic. Oui, alors donc dans un premier temps, en fait, on a donc mis en place un comité de pilotage, comme ça a pu aussi être identifié tout à l'heure, au sein de notre association, donc avec à chaque fois un représentant par unité de travail. Donc au final, il y avait 3 personnes de présentes et puis il y avait aussi moi-même qui faisait un peu l'interface entre toutes les parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, j'y reviendrai très certainement un petit peu plus tard, mais il y avait une démarche en entonnoir de communication au sein de notre association qui est très importante, c'est-à-dire qu'on a communiqué tout d'abord auprès du CSE en
s'appuyant sur les DURP et en expliquant le diagnostic qui allait être mis en place. On a également informé notre conseil d'administration, tout l'ensemble des directeurs et des cadres qui sont en proximité auprès des salariés, les salariés concernés par les unités, donc voilà, de l'ensemble de la mise en place de ce diagnostic, mais aussi du comité de pilotage et comment ça allait se dérouler. Donc, en fait, cette démarche, elle a eu lieu sur globalement 1 an. Donc, on était dans la période du Covid. J'ai retrouvé mes premiers mails d'échange avec JLO. C'était même en 2019. Et puis, en fait, le temps a fait que on a pu se rencontrer début 2021 et donc sur une temporalité d'1 an, ce comité de pilotage et ce diagnostic a pu être réalisé. Ça a vraiment été une démarche qui était participative. Donc, via le comité de pilotage, c'est vrai qu'on pouvait avoir vraiment des vrais échanges sur les conditions de travail des salariés et sur ce qui pouvait être remonté des observations menées par JLO. On a touché également tout ce qui était RPS. Alors, on en parlait tout à l'heure, ça permettait aussi de les aborder d'une autre manière. On a mobilisé énormément aussi d'outils de priorisation des actions qui découlaient en fait des observations qui avaient pu être faites. Cet outil-là, il a été vraiment central puisque lors des comités de pilotage, mais aussi des temps de groupe de travail avec les professionnels concernés, on a pu vraiment, chacun a pu émettre en fait les priorités des actions sur chacun des postes, mais aussi les contraintes qu'il y avait en face. Je sais que dans il y a certainement des gens qui pourraient en témoigner ici, dans notre secteur, on a beaucoup de choses à mener de front, beaucoup de contraintes aussi qui sont les nôtres, financières, qui sont importantes. Et ce qui était vraiment important pour les salariés, c'était aussi d'entendre les contraintes qu'il y avait et qu'on puisse aussi mettre dans la balance l'ensemble des choses pour prioriser les actions. Et finalement, ça permettait d'être transparent et de faciliter la démarche. Vous souhaitez que je passe? Oui, on peut y aller. Pardon. Donc, quels sont les éléments qui ont permis à ce diagnostic d'être une belle réussite dans votre établissement dans la période Covid, parce que, comme vous l'avez évoqué, vous avez sollicité l'action en amont de la crise sanitaire et effectivement, Oui. l'année 2020 a dû être compliquée et pour Jean-Baptiste et pour vous. Alors, du coup, ce n'était pas Jean-Baptiste, c'était son prédécesseur, mais du coup, on s'est effectivement retrouve exactement le même type d'accompagnement. C'était Jean-Paul. Voilà, c'était Jean-Paul, exactement. Donc, les éléments qui ont permis d'être une réussite, c'est la communication, c'était essentiel pour moi. C'est aussi le fait d'avoir un pilote en fait que j'étais qui permettait de coordonner en fait l'équipe JLO avec l'établissement, avec les salariés. Ça permettait aussi de faire le lien avec les instances décisionnaires en fait. Donc du coup, ça facilite aussi en disant voilà, on rencontre telle problématique, est-ce que vous pensez que ça pourrait être financé? Donc revenir vers la direction générale qui pouvait aussi valider en amont. Donc ça simplifiait beaucoup la démarche. Le Covid, pour nous, ça n'a pas forcément été un frein, puisque les interventions étaient faites dans le cadre de notre plan de sécurisation de l'activité, pardon. Et donc, il y avait toutes les mesures qui étaient prises pour protéger tout le monde. Et les professionnels étaient vraiment, même dans cette période de Covid, très contents qu'on puisse s'intéresser à leurs conditions de travail, en fait. Donc, ça a été vraiment une réussite de ce côté-là. Voilà, sur les améliorations sur la santé et la performance, ça a permis vraiment de décrisper beaucoup de points sensibles, tant sur les TMS que sur les RPS. On a pu aborder les choses vraiment de manière transparente. Ça a permis de donner une visibilité aussi des actions qui allaient être mises en œuvre de manière prioritaire dans les années à venir, puisque quand on parle d'un plan d'action, aujourd'hui, le nôtre, il s'échelonne sur 4 ans. Il faut le savoir aussi, c'est une dimension qui s'inscrit ça s'inscrit vraiment dans le temps. On a eu une réduction aussi des plaintes qu'on pouvait avoir régulières. On a eu des outils qui ont été mis en place, des essais de matériel, la mise en place de matériel. À titre d'information, sur 2021, cela représente 23 000 euros d'achats qui ont été réalisés dans le cadre du 0,1% prévention. Sur l'année 2022, donc on sera sur 6 000 euros d'investissement pour notre association pour améliorer les conditions de travail. On a aussi des retours positifs des salariés qui sont reconnaissants de la démarche et qui ont d'autant plus des marques d'engagement plus importantes qu'en amont de cette démarche-là.
Merci beaucoup pour ce témoignage et effectivement ce retour d'expérience de l'action, hein, et ce que ça a pu apporter à l'association et à votre dialogue social, si j'ai bien compris, du conseil d'administration jusqu'aux personnes de terrain et qui accompagnent les enfants de l'LCA 87. On vous propose de pouvoir échanger si vous le souhaitez. Vous pouvez poser vos questions par le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole, mais vous pouvez aussi rallumer votre micro pour pouvoir avoir un échange avec Jean-Baptiste ou avec Madame Burguet, ou avec moi-même ou Bertrand. N'hésitez pas. Je vois l'horaire qui est déjà midi presque 10. Je pense que tout le monde a envie d'aller déjeuner, mais voilà, faut vous sentir libre de pouvoir aborder un sujet si vous le souhaitez. Bonjour, j'avais une Bonjour. question à poser à Madame Burguet sur quel matériel ils s'étaient arrêtés, ils avaient effectivement acheté ou prévu d'acheter. Alors, ça dépend de quelle unité de travail, en fait, hein. Alors, sur les administratifs, c'est principalement du matériel de bureautique, donc des bureaux réglables en hauteur, des bras d'écran. On a également eu des casques, en fait, pour répondre au téléphone. On a eu des supports de documents. Voilà, c'était un peu tout cet ensemble-là, en fait, de matériel qui est en cours d'achat ou qui a d'ores et déjà été acheté. Sur les services généraux, c'était donc du matériel qui facilitait en fait l'entretien des locaux. Ça peut être des seaux sur roulettes, ça peut être des manches télescopiques, ça peut être également des interventions au niveau de la plomberie. Nous avons beaucoup de services généraux en fait qui avaient des difficultés à remplir les seaux, par exemple dans des éviers qui n'étaient pas du tout adaptés. Donc, on a fait des interventions pour avoir des robinets à hauteur permettant de faire glisser les seaux que nous avons achetés dessous pour éviter d'avoir des troubles en lien avec cette manutention-là. Au niveau des paramédicaux, c'était plutôt donc des plans Bobat, notamment pour, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une table qui se règle en hauteur pour nos psychomotriciens. Voilà, c'est ces achats-là, globalement, qu'on a pu réaliser. J'ai une autre question dans le chat. Est-ce que vous avez constaté une baisse, une diminution des absences? Alors, au niveau collectif, ça n'a pas forcément été visible. Par contre, sur une professionnelle en particulier qui avait vraiment des douleurs en lien avec sa fonction, elle a été effectivement beaucoup moins absente et elle a été vraiment très reconnaissante de l'adaptation de son poste, en fait. D'accord, c'est peut-être des résultats, entre guillemets, et Jean-Baptiste, si vous voulez prendre la parole, mais c'est des résultats qui peuvent se mesurer peut-être à plus qu'un an ou deux dans la prise en compte des troubles musculo-squelettiques et de la prévention. Mais Bien sûr, Guillaume, puisque si la problématique de santé est déjà installée, ça ne fera plus que compenser ou diminuer la douleur et la souffrance qui est présente. Et donc, ce sera peut-être des éléments bénéfiques pour des personnes qui entreront, qui n'auraient pas de problème de santé, pour le coup. Donc, en tout cas, ça permettra de stopper l'aggravation de la situation déjà rencontrée dans un premier temps, s'il était déjà avancé. écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous allumez votre micro, on peut prendre encore une dernière question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Peut-on faire un montage avec le ETH pour un financement complémentaire? Et quel suivi du plan d'action ensuite? Peut-être que je vais passer cette question à Madame Burguet. Quel est le suivi que vous avez mis en œuvre pour ce plan d'action? Et peut-être un mot, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un contact qui est pris avec les structures à l'issue, peut-être à J plus 6 mois ou des choses comme ça pour faire un peu le point? Sur le ETH, je ne vais pas pouvoir vous répondre exactement, mais on a des éléments sur notre site internet et puis je vous passe la main pour le plan d'action ensuite. Mais effectivement, il y a des financements qui peuvent se prévoir dans le cadre d'OETH.
Alors, sur le plan d'action, nous, en fait, c'est moi qui réalise le suivi. Bien entendu, le groupe JLO nous a accompagnés dans les premiers temps pour réaliser ce suivi et faire un point au niveau du comité de pilotage sur l'avancée des actions. Mais maintenant, c'est moi qui en assure pleinement le suivi de l'avancée, voilà, en interne. Et je rejoins Émilie, puisque c'est très important aussi que l'établissement devienne autonome à un moment donné sur l'accompagnement, finalement sur le portage de son propre plan d'action, pour le coup. Et le deuxième point, c'est qu'on peut prévoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, Guillaume, dans la méthodologie d'intervention, de réserver du temps, pourquoi pas, pour faire des retours, pour travailler sur des questionnaires, sur des satisfactions à plus ou moins long terme. Moi, je pense que ça a beaucoup de sens pour certaines situations, ça n'en a pas du tout pour d'autres. Pour moi, je pense, et ce que vous avez pu comprendre de cette démarche de manière globale, qu'elle est quand même assez à la carte et assez dans un cadre, même s'il y a un cadre général, qui est quand même assez sur mesure par rapport aux besoins des établissements. Et ça, c'est un point aussi important avec un comité de pilotage qui peut décider en fait de ce qu'il souhaite mettre en place dans le cadre de l'identification des problématiques, mais aussi de l'accompagnement qu'il souhaite en faire. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose d'arrêter là. Et Madame Burguet a partagé ses coordonnées si vous souhaitez rentrer en contact. Peut-être un mot aussi pour vous dire qu'au sein de Nexem, nous avons créé un réseau de préventeurs qui vous permet aussi d'avoir un lieu d'échange pour toutes les personnes qui sont en charge de la prévention des risques professionnels dans nos structures. Donc, n'hésitez pas, vous avez les informations sur le site internet de Nexem et voilà, on espère, on vous souhaite une très bonne prévention. Je vous remercie beaucoup, Madame Burguet, Jean-Baptiste et Bertrand. Et je remercie également nos webinautes qui se sont inscrits nombreux, qui étaient peut-être un petit peu moins nombreux en ligne, mais qui vont aller regarder le replay que nous avons enregistré. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit. Bon appétit. Merci, à bientôt. Merci à tous et à bientôt. Et bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir et je vais couper dans 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, bonne journée.